Le capitaine s'enfonce dans la fumée suffocante, résolu à sauver le lynx qui se tient obstinément devant la porte en flammes. En croisant son regard, il comprend que la bête dissimule un secret plus dangereux que l'incendie lui-même. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de dire en commentaire d'où dans le monde vous nous regardez. C'est parti. La fumée s'élevait en volutes sombres au-dessus de la petite clairière, tandis que le hurlement des sirènes résonnait dans la vallée. Ce matin-là, la caserne de Saint-Martin-du-Lac avait reçu un appel paniqué, signalant un incendie dans une vieille cabane forestière, construite jadis pour les chasseurs saisonniers. Isolée à la lisière du bois, la bâtisse de planches rongée par le temps abritait visiblement quelque chose de bien plus vivant que de simples souvenirs. Lorsque le camion rouge franchit le sentier boueux, l'équipe découvrit un spectacle saisissant. Des flammes hautes léchaient déjà la toiture et une chaleur étouffante pesait sur les lieux. Mais un détail attira aussitôt l'attention du capitaine Jourdain. Derrière un rideau de fumée, à l'entrée de la cabane, se tenait une silhouette animale immobile, comme figée par la peur ou l'instinct. Par réflexe, les pompiers déployèrent leurs lances et vérifièrent la pression de l'eau. Jourdain, grand et solide, plissa les yeux pour mieux distinguer la créature. Au premier regard, il crut voir un gros chat sauvage. Mais en s'approchant, il reconnut les oreilles triangulaires ornées de pinceaux de poils, la silhouette élancée et la queue courte d'un lynx. Cet animal rare dans la région semblait braver le brasier avec une détermination incompréhensible, comme si la peur s'effaçait devant une urgence plus grande. Autour, la fumée s'épaississait et l'odeur âcre du bois brûlé agressait les narines. Pourtant, le lynx refusait de partir, comme s'il défendait un secret caché derrière ses flammes. Le lieutenant Garcia, jetant un œil aux flammes qui gagnaient du terrain, suggéra de repousser l'animal au moyen d'un jet d'eau. Pourtant, Jourdain hésita. Les pompiers connaissaient bien les urgences, mais l'attitude de ce lynx défiait toute logique. Ses yeux ambrés restaient fixés sur l'intérieur de la cabane, comme s'il espérait qu'on vienne y chercher quelque chose. Le capitaine pressentit que l'animal protégeait peut-être un congénère blessé, ou même une portée. Avant de le chasser, il fallait comprendre la raison de cette obstination. Le temps jouait contre eux. La structure menaçait de s'effondrer d'un instant à l'autre, et la température montait dangereusement. D'un geste, Jourdain ordonna aux autres de se concentrer sur la partie arrière du bâtiment pour ralentir l'avancée du feu. Lui s'approcha lentement du lynx, la main levée en signe de paix. Malgré le grondement du brasier, l'animal ne montra pas de signe d'agressivité. Ses muscles tendus révélaient toutefois qu'il était prêt à bondir si la menace se précisait. Autour d'eux, la cabane se transformait en fournaise. Des braises virevoltaient dans l'air et un craquement sourd annonçait que la charpente commençait à céder. Pourtant, le lynx n'abandonnait pas sa position, comme mu par une volonté farouche de rester proche de ce qu'il semblait protéger. Alors que la fumée devenait irrespirable, Jourdain prit la décision d'envoyer une équipe de 3 pompiers à l'intérieur. Équipés d'appareils respiratoires et de tenues ignifugées, ils tenteraient de fouiller rapidement la cabane pour trouver d'éventuelles victimes. Pendant ce temps, on essaierait de contenir l'incendie en arrosant le toit et la façade. Tandis que Garcia coordonnait l'opération, Jourdain adressa un dernier regard au lynx. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une forme de respect pour ce prédateur majestueux, prêt à défier les flammes pour une raison encore inconnue. La moindre seconde comptait car la structure risquait de s'effondrer et la température ne cessait d'augmenter. L'équipe pénétra par une porte latérale moins exposée aux flammes. À l'intérieur, un mur de chaleur les accueillit, déformant l'air comme dans un four. Le bois crépitait, et chaque pas sur le plancher fragilisé pouvait être fatal. Sous leur masque, les pompiers entendaient leur propre respiration, amplifiée par l'adrénaline. Ils avancèrent avec précaution, éclairant chaque recoin à la recherche d'une présence humaine ou animale.
À l'extérieur, on distinguait les ordres criés pour maîtriser l'incendie. Au milieu de la fumée, une poutre s'effondra brusquement dans un nuage d'étincelles. Malgré le danger, le groupe poursuivit ses recherches, déterminé à ne laisser personne derrière. Soudain, un gémissement rauque se fit entendre, à peine perceptible sous le crépitement. Les pompiers échangèrent un regard et suivirent le son jusqu'à une petite pièce envahie par la fumée. À travers la lueur vacillante de leurs lampes, ils aperçurent une forme tapie derrière une table renversée. En s'approchant, ils reconnurent un second lynx, plus petit et visiblement blessé, qui tentait de ramper pour échapper aux flammes. Ses poils étaient noircis par la suie et un filet de sang maculait sa patte arrière. L'animal, terrifié, feula lorsque l'un des pompiers tenta de s'en approcher, mais il n'avait plus la force de fuir. Sans hésiter, le chef d'équipe s'empara d'une couverture résistante au feu pour envelopper le lynx blessé. Les flammes gagnaient déjà cette partie de la cabane et il fallait agir vite. Tandis que 2 pompiers soulevaient délicatement l'animal, le 3e vérifiait le chemin du retour. Les poutres craquaient, des débris tombaient et la fumée devenait si dense qu'on n'y voyait presque plus rien. Au prix d'un effort surhumain, ils parvinrent enfin à rejoindre la sortie. Au dehors, Jourdain aperçut la scène et comprit aussitôt pourquoi le premier lynx s'obstinait devant l'entrée. C'était sans doute son compagnon, ou peut-être un jeune issu d'une portée tardive. L'urgence prenait soudain tout son sens. Le premier lynx, toujours posté près de l'entrée, laissa échapper un son plaintif en voyant son congénère blessé, comme s'il réalisait enfin que l'aide était arrivée. Le capitaine Jourdain, ému malgré lui, sentit que leur opération ne s'arrêtait pas là. Il fallait prodiguer des soins d'urgence à l'animal rescapé et comprendre l'étendue de ses blessures. Tandis que les pompiers l'installaient avec précaution à l'arrière d'un véhicule pour l'emmener chez un vétérinaire, le second lynx, couvert de suie, s'avança prudemment vers la scène. Son regard trahissait un mélange de méfiance et d'espoir. Personne ne savait encore si la cabane abritait d'autres survivants, ni ce que ces félins faisaient exactement dans ce lieu isolé, mais déjà un mystère plus grand planait sur cet étrange sauvetage. Et dans son instinct, Jourdain sentait que cette histoire ne faisait que commencer. La fumée commençait à se dissiper, révélant l'étendue des dégâts infligés par l'incendie. Les pompiers, harassés par l'intensité de leur intervention, tentaient de reprendre leur souffle en observant les ruines encore crépitantes de la cabane. L'air empestait la suie et le bois brûlé, et il était difficile de ne pas ressentir un pincement au cœur devant la destruction. Pourtant, les regards se portaient désormais sur ce lynx blessé, enveloppé dans une couverture, et sur l'autre lynx qui se tenait à quelques pas, la fourrure tachée de cendres. Le silence autour d'eux contrastait profondément avec l'effervescence de quelques instants plus tôt. La vétérinaire volontaire, appelée en renfort depuis le village voisin, s'agenouilla près du lynx blessé pour évaluer son état. Elle jeta un coup d'œil au capitaine Jourdain, hochant gravement la tête. L'animal avait besoin de soins immédiats. Une patte arrière manifestement fracturée, des brûlures superficielles sur le flanc et un état de choc évident. Un autre feu, plus insidieux, risquait désormais de menacer la vie du félin. L'infection que provoquent souvent les blessures ouvertes, combinée à la détresse respiratoire liée à la fumée. Or, chaque minute comptait pour stabiliser la situation. Le temps pressait, et chacun sentait bien l'urgence palpable. Le capitaine Jourdain prit alors la décision de se rendre au centre de soins animaliers le plus proche. Un véhicule des pompiers fut aménagé à la hâte pour transporter le lynx blessé, le stabiliser d'abord, le sécuriser ensuite. Pendant ce temps, le second lynx observait la scène avec une intensité saisissante. C'était comme s'il refusait de s'éloigner de son congénère, malgré la peur naturelle que suscitent habituellement les humains. Les pompiers tentèrent de l'approcher, mais il recula sans montrer d'agressivité. Plutôt que de fuir vers la forêt,
Il demeura sur place, silencieux et vigilant. Une tension semblait suspendre chaque respiration. Garcia, le lieutenant, proposa de poser une cage de transport afin de capturer le second lynx et le mettre en sécurité. Cependant, Jourdain, prudent, craignait de provoquer plus de stress chez l'animal déjà ébranlé par l'incendie. Au vu de l'urgence médicale concernant le lynx blessé, il ordonna de partir aussitôt pour l'amener chez la vétérinaire. « On ne peut pas le laisser mourir ici, il faut faire vite », lança-t-il. Tandis que l'ambulance improvisée démarrait, le premier lynx poussa un bref feulement, comme un appel déchirant, avant de s'engouffrer dans les fourrés, disparaissant entre les arbres. Le crépitement résonnait encore. Sur la route menant au cabinet vétérinaire, les pompiers et la soignante maintenaient l'animal sous oxygène, surveillant son pouls et sa respiration. Malgré la forte odeur de brûlé qui imprégnait encore sa fourrure, le lynx semblait s'accrocher à la vie. Par moments, il émettait un gémissement qui serrait le cœur de tous. Personne dans le véhicule ne parlait, comme si un silence solennel s'était imposé, outre mesure. Dans leurs esprits, une question subsistait. Qu'est-ce qui avait bien pu motiver ce magnifique prédateur à rester dans cette cabane en flammes, au péril de sa vie? La curiosité pesait lourdement dans l'habitacle. À l'arrivée, la vétérinaire conduisit l'équipe dans une salle réservée aux urgences. Des instruments médicaux étincelaient sous l'éclairage blanc. On administra un sédatif léger pour calmer le lynx et permettre une radiographie de la patte fracturée. La table en acier résonnait des mouvements convulsifs de l'animal effrayé, et il fallut toute la douceur et l'expertise de la praticienne pour apaiser la bête. Après quelques minutes, le diagnostic tomba. Fracture nette du tibia nécessitant une intervention chirurgicale mineure pour poser des broches, ainsi que des soins intensifs pour traiter les brûlures et prévenir l'infection. Les heures à venir seraient vraiment cruciales. Le capitaine Jourdain contacta aussitôt les autorités environnementales pour signaler la situation. Il espérait que les agents de la faune puissent localiser le second lynx, celui qui était resté sur place. Les lynx étant des animaux solitaires, l'hypothèse d'un couple formé était rare mais pas impossible. Dans cette région de montagne, la population avait chuté ces dernières années et chaque individu sauvable était un petit miracle pour la biodiversité. Jourdain sentait au fond de lui qu'un lien particulier unissait ces deux félins. Il se rappela le regard de l'animal à l'orée du brasier, empli d'une détermination quasi humaine. L'image persistait. Pendant ce temps, l'opération du lynx blessé s'organisa rapidement. La vétérinaire stérilisa la zone autour de la patte, posa une anesthésie plus profonde, puis entreprit de fixer la fracture avec de fines tiges métalliques. Les pompiers se tenaient prêts, au cas où le fauve se réveillerait plus tôt que prévu, mais l'opération se déroula sans encombre. Après quelques points de suture supplémentaires, la plaie fut soigneusement bandée. Exténuée, la vétérinaire lâcha finalement un soupir de soulagement, avant de déclarer à voix basse « Il va s'en sortir, mais la rééducation sera longue. » Retint son souffle, soulagé et inquiet. Jourdain, soulagé, remercia la soignante. Pourtant, un malaise subsistait en lui. Ce lynx, blessé au point de ne pas pouvoir fuir, avait malgré tout tenu bon au milieu des flammes. Le félin sain, pour sa part, semblait prêt à braver tout danger tant que son compagnon n'était pas secouru. Était-il possible qu'une portée de petits se trouvât encore dans la zone calcinée? Malgré les recherches expéditives dans la cabane, personne n'avait repéré de traces de jeune lynx. Mais l'incendie et la fumée auraient pu les dissimuler, ou pire, il se pouvait qu'ils n'aient pas survécu. Crainte du drame grandissait. Déterminé à lever le voile sur ce mystère, le capitaine réunit Garcia et 2 autres pompiers disponibles pour retourner sur les lieux du sinistre. Tandis que la nuit commençait à envelopper la forêt, ils empruntèrent un véhicule tout-terrain chargé d'équipements de recherche. Au même moment,
La nouvelle du sauvetage se propageait dans le village, suscitant curiosité et compassion. Les habitants, déjà fiers de leur brigade, souhaitaient comprendre pourquoi l'un des animaux sauvés avait manifesté tant de ténacité à demeurer dans un piège mortel. Sans le savoir, tous s'engageaient sur la piste d'un secret bien plus grand qu'ils ne l'imaginaient vraiment. Les phares du tout-terrain fendaient l'obscurité naissante tandis que le capitaine Jourdain et son équipe retournaient sur les lieux de l'incendie. La route forestière semblait plus sinistre que jamais, les silhouettes d'arbres carbonisés se dressant tels des spectres. L'air, encore saturé d'une odeur de bois brûlé, donnait l'impression de traverser un paysage fantomatique. Au loin, la lune laissait deviner des contours de collines et de vallons, mais la cabane calcinée se dressait désormais comme un avertissement sinistre au milieu d'une clairière dévastée. Malgré l'épuisement de la journée, personne ne parlait. Tous étaient résolus à percer le mystère qui entourait ce lynx obstiné. La lumière crue du projecteur balaya d'abord la zone de stationnement improvisée, où de minces filets de fumée se dégageaient encore. Au premier coup d'œil, les vestiges de la cabane confirmaient que le feu avait tout ravagé. La structure s'était affaissée et seuls quelques pans de murs tenaient encore debout. Les pompiers coupèrent le moteur et descendirent du véhicule en silence, scrutant les environs. L'un d'eux brandit une lampe puissante pour éclairer l'entrée, là où ils avaient découvert l'animal blessé plus tôt. Le sol portait la trace des nombreuses allées et venues, et les débris entassés rendèrent le secteur encore dangereux. Armés de lampes torches et de leurs équipements de protection, ils s'approchèrent prudemment du bâtiment partiellement effondré. Jourdain s'accroupit près d'une poutre noircie pour vérifier la stabilité du plancher. Le bois craqua sous sa botte mais soutint son poids. Au-dessus de sa tête, une portion du toit tenait encore, menaçant de s'écrouler à tout instant. Le capitaine tourna la tête vers Garcia. « On va devoir être rapide. Jette un œil dans ce qui reste de la pièce principale. Je vais tenter de passer par l'arrière. » Les deux autres pompiers se chargeraient de l'extérieur, contrôlant le périmètre et cherchant d'éventuelles traces de petits lynx. Le lieutenant Garcia écarta un pan de mur effondré pour se frayer un passage. À l'intérieur, les braises rougeoyaient encore, apportant une vague lueur incertaine. Il activa sa lampe frontale, balayant le sol jonché de cendres et de débris. L'atmosphère était étouffante, comme si le feu persistait à vouloir ronger les restes de la cabane. Chaque pas devait être mesuré car une planche pourrie pouvait céder à tout moment. Dans le silence oppressant, la respiration amplifiée par le masque donnait la sensation d'une exploration sous-marine. Les sens en alerte, Garcia gardait l'espoir de découvrir une quelconque ouverture vers un espace caché. De son côté, le capitaine Jourdain contourna la bâtisse par l'extérieur, inspectant les combles effondrés. Il cherchait surtout une niche, un renfoncement ou tout autre signe indiquant la présence de petits animaux. Les lynx n'ont pas pour habitude de loger dans une vieille cabane, encore moins d'y rester au point de risquer leur vie. Cette incohérence continuait de le hanter. Le faisceau de sa lampe s'attarda sur des morceaux de tôle froissée et de planches brisées. Rien ne laissait imaginer une portée cachée, du moins pas ici. Les crépitements sporadiques des restes de l'incendie résonnaient comme un écho inquiétant. Soudain, Garcia appela à travers un pan de mur effondré. « Capitaine, venez voir. » Jourdain accourut aussitôt, tenant à distance les poutres menaçantes. À la lueur de la torche, il distingua un renfoncement sous le plancher, une sorte de cave rudimentaire dont l'entrée était dissimulée derrière un vieux buffet carbonisé. Garcia expliqua qu'il avait senti un léger courant d'air en déplaçant un morceau de tôle, ce qui l'avait conduit à dégager ce passage. L'ouverture n'était pas large. Un adulte pouvait y descendre en se glissant, au risque de se coincer. Mais si des lynx s'y étaient réfugiés, c'était peut-être encore leur meilleure chance. Garcia et Jourdain échangèrent un regard. Ils savaient tous deux que l'endroit pouvait s'effondrer d'un moment à l'autre. Malgré tout, le capitaine se pencha, braquant sa lampe dans la noirceur. Une odeur persistante de fumée et de moisissure s'en dégageait, signe que cet espace était mal ventilé.
On va utiliser la sonde thermique, décréta-t-il. Les pompiers disposèrent d'une petite caméra infrarouge permettant de détecter des points de chaleur. Garcia s'empara de l'appareil et l'introduisit dans la cavité. Aussitôt, l'écran montra un décor confus, saturé par la chaleur résiduelle de l'incendie. Difficile de distinguer clairement une silhouette animale. Pourtant, un point plus sombre semblait trahir une source de fraîcheur relative, peut-être un espace non touché par les flammes. Rien n'indiquait nettement la présence d'un animal en vie. Avec prudence, ils décidèrent d'agrandir l'ouverture. En prenant soin de ne pas ébranler davantage la structure, ils déplacèrent un pan de bois sur le côté, libérant un accès plus dégagé. Le capitaine se glissa le premier dans la cavité, son harnais de sécurité solidement ancré. Le lieutenant se tenait prêt à le hisser hors de là, si le sol venait à céder. L'obscurité avalait littéralement la lumière de la lampe, révélant un espace exigu, à peine assez large pour ramper. Les murs de terre, suintants, portaient les marques de l'humidité stagnante. L'air, chargé de poussière et de cendres, irritait la gorge et piquait les yeux. Après quelques mètres, Jourdain tomba sur un amas de vieux journaux détrempés et un sac de jute moisi. Au milieu de cette pagaille, aucune trace évidente de petit lynx. Il progressa néanmoins, le regard passant méticuleusement d'un recoin à l'autre. Au moment où il se préparait à faire demi-tour, un bruit presque imperceptible lui parvint à travers le silence. Il s'immobilisa, retenant son souffle. Un faible gémissement, comme un miaulement ténu, résonnait. Le cœur battant, il orienta sa lampe vers un coin où le plancher formait une légère déclivité. Sous une planche effondrée se dessinait une cavité miniature. Et là, faiblement éclairé, un minuscule museau apparut. Le pompier s'agenouilla dans cette crasse, l'émotion le saisissant. Oui, c'était bien un bébé lynx. De la taille d'un chaton, il semblait recroquevillé, le pelage taché de suie et les yeux mi-clos. Tout près, un second petit gisait sans mouvement. Jourdain, le souffle court, s'empressa de vérifier s'il était encore en vie, mais la réalité le frappa. Le deuxième ne respirait plus. Il sentit l'urgence d'agir pour sauver au moins le survivant. La voix chargée d'émotion, il appela Garcia. « On a un petit vivant et un autre. Non, pas de chance pour le second. » L'instinct reprit alors le dessus. Il devait ramener ce chaton au plus vite, avant que l'air vicié ne le tue. Avec une délicatesse infinie, le capitaine sortit le petit lynx de son abri. Il était si léger qu'on aurait pu croire tenir un simple tas de fourrure. Les pompiers, formés au premier secours, lui enroulèrent immédiatement un linge humide, tout en vérifiant s'il respirait correctement. La chaleur résiduelle et la fumée pouvaient avoir causé des lésions internes. Tandis que Garcia préparait la remontée, Jourdain observa brièvement le corps inerte du second petit. Il ne put s'empêcher de penser à la détresse des deux lynx adultes, l'un blessé, l'autre éperdu, cherchant désespérément à secourir ses petits pris au piège. Un profond sentiment de tristesse et de responsabilité le traversa. Ils entreprirent de remonter dans la plus grande prudence. Les poutres craquaient dangereusement chaque fois qu'ils posaient la main sur une surface, un tant soit peu stable. Au-dessus de leur tête, les deux pompiers restés en surface tendaient les bras pour tirer le capitaine hors de ce couloir étroit, veillant à ce qu'il ne lâche pas le précieux fardeau. Quelques minutes plus tard, Jourdain émergea à l'air libre, le front couvert de sueur et le cœur battant. Les regards se tournèrent aussitôt vers le minuscule lynx, recroquevillé dans la serviette moite. Les yeux du capitaine croisèrent ceux de Garcia, et aucun mot n'était nécessaire. La détermination à sauver ce petit était totale. Le temps pressait. Même si la chaleur du feu n'était plus aussi violente, l'environnement restait saturé de toxines, sans oublier le stress physiologique que subissait l'animal. Aussitôt, Garcia notifia le centre vétérinaire pour annoncer l'arrivée prochaine d'un nouveau patient. Jourdain, portant le chaton contre sa poitrine,
se dirigea vers le véhicule tout-terrain. Une lueur d'espoir traversait ses pensées. Si ce petit survivait, au moins la tragédie n'aurait pas été complète. L'équipage remonta en voiture avec précaution, laissant derrière eux les ruines calcinées et le corps sans vie du second bébé lynx qu'il faudrait sans doute venir récupérer plus tard. Cette mission de sauvetage, déjà inédite, prenait un tour encore plus poignant. La route vers le centre vétérinaire fut à la fois bruyante et silencieuse. Bruyante parce que les pensées se bousculaient dans la tête de Jourdain et de Garcia, silencieuse parce que personne n'osait prononcer un mot superflu de peur de perturber la concentration nécessaire pour veiller sur le minuscule lynx. Dans les bras du capitaine, le chaton frémissait par instants, comme s'il cherchait un souffle d'air plus pur. Garcia, assis à côté, tenait soigneusement une bouteille d'oxygène de secours, prêt à l'employer si la respiration de l'animal faiblissait. Dehors, la nuit pesait sur la forêt, et seuls les faisceaux des phares illuminaient le chemin caillouteux menant à la route principale. Les souvenirs de la cabane en flammes et la découverte poignante des deux petits ne cessaient de tourner dans l'esprit du capitaine Jourdain. Il ne pouvait oublier le regard du chaton survivant, à la fois perdu et déterminé. Tandis que le véhicule cahotait sur les ornières, il se remémorait la bravoure du lynx adulte devant l'incendie. Peut-être était-ce le père ou bien la mère, impossible de le déterminer pour l'instant. Ce qu'il savait, c'est que la volonté de sauver la progéniture était si forte que ces animaux avaient bravé le pire, prêts à se sacrifier. À leur arrivée au cabinet, la vétérinaire les attendait déjà, encore sous le choc de la première intervention de l'après-midi. « Installez-le sur la table, vite !» dit-elle en guidant Jourdain et Garcia vers une salle de soins équipée. On déposa le chaton sur un drap propre et la vétérinaire, d'une voix calme mais ferme, demanda le silence. Les pompiers retenaient leur souffle. À l'aide d'un stéthoscope, elle ausculta le petit thorax, vérifia la fréquence cardiaque, puis examina rapidement l'état général. Malgré la fatigue et la frayeur, le bébé semblait encore plein d'une énergie vitale, prêt à se battre. Les brûlures apparaissaient superficielles, le pelage noirci par la suie, tandis que ses coussinets gardaient des marques de chaleur. Le plus inquiétant résidait dans sa respiration rauque, signe d'inhalation prolongée de fumée. De toute évidence, son organisme frêle avait souffert, et il devait recevoir de l'oxygène en continu pour aider ses poumons à récupérer. La vétérinaire administra également un sédatif léger pour calmer son stress, tout en évaluant la nécessité d'une mise sous perfusion. Pendant ce temps, le capitaine Jourdain restait à proximité, partagé entre le soulagement de l'avoir extirpé de l'enfer et la tristesse pour le petit lynx mort sous les décombres. Les minutes s'étirèrent, ponctuées par le bip régulier des appareils de surveillance médicale. Bien que le sort du chaton demeure incertain, l'équipe déployait des trésors de patience et de technique pour optimiser ses chances de survie. Au téléphone, Garcia communiquait aux agents de la faune la découverte d'un bébé lynx vivant et d'un second malheureusement décédé. La question brûlait les lèvres de tous. Où était passé l'autre lynx adulte? Celui qui s'était enfui quand ils avaient embarqué le blessé? Était-il à la recherche d'un refuge ou continuait-il de rôder dans les parages, guettant l'issue du sauvetage? Dans le village, la rumeur courait déjà que 2 lynx avaient été sauvés des flammes, l'un grièvement blessé et l'autre extrêmement jeune. Les habitants, majoritairement attachés à la préservation de la faune sauvage, s'inquiétaient du sort de ces félins rares. Quelques-uns se proposèrent spontanément pour aider, offrant du matériel ou des dons pour couvrir les frais médicaux. L'émotion collective surprit même Jourdain, habitué à la solidarité rurale, mais pas à un tel élan pour des animaux réputés discrets et farouches. Sans doute la tragédie de l'incendie avait-elle réveillé un instinct de protection plus profond, faisant de ces lynx un symbole d'espoir. Lorsque la vétérinaire fut satisfaite de la stabilisation du chaton, elle autorisa Jourdain à s'approcher à nouveau.
Sous la lampe chirurgicale, le petit dormait, un minuscule tube d'oxygène fixé près du museau. Son flanc se soulevait à un rythme un peu plus régulier qu'à son arrivée. Elle expliqua qu'il lui faudrait passer la nuit en observation, et peut-être les jours suivants, afin de s'assurer qu'aucune infection respiratoire ne se développe. De plus, un traitement adéquat de réhydratation et de compléments nutritifs restait indispensable, sa frêle constitution ne pouvant tolérer plus longtemps le manque de nourriture et d'eau. En rejoignant Garcia et les autres pompiers dans la petite salle d'attente du cabinet, Jourdain éprouva un sentiment de soulagement mêlé d'angoisse. Il savait pertinemment qu'en milieu sauvage, la survie d'un animal si jeune était précaire. Ici, grâce aux soins prodigués, ses chances augmentaient, mais rien n'était garanti. Le capitaine repensa alors au lynx adulte blessé, opéré en urgence quelques heures plus tôt. Selon la vétérinaire, la fracture et les brûlures étaient sévères, mais l'opération s'était bien passée. Restait à savoir si le choc émotionnel n'allait pas entraver la guérison. Quand on voit un animal prêt à se jeter dans les flammes pour protéger sa famille, on ne peut qu'imaginer le traumatisme qu'il subit. Les jours suivants, la caserne fut inondée d'appels et de messages de soutien. Plusieurs personnes racontaient avoir aperçu un grand lynx rôdant à la lisière de la forêt, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Certains décrivaient des feulements nocturnes, d'autres, des empreintes fraîches sur un sentier forestier. Les services de protection de la faune, alertés, envoyèrent 2 agents effectuer des rondes. Mais le félin demeurait insaisissable, fuyant à la moindre présence humaine. Pendant ce temps, au cabinet vétérinaire, la convalescence des 2 lynx se poursuivait. Le blessé adulte retrouvait peu à peu des forces, quoique sa patte fracturée le fasse encore souffrir. Le bébé, quant à lui, recouvrait une vivacité croissante, à la grande surprise de tous. Son regard se faisait plus alerte. Sa curiosité se manifestait dès qu'un mouvement traversait la pièce, mais il ne saurait rester éternellement en captivité. La perspective d'un retour au cœur de la forêt se dessinait déjà, dans l'espoir de retrouver son parent. Une question demeurait néanmoins. Pourquoi ces lynx avaient-ils élu domicile dans cette cabane décrépite? Peut-être y avait-il trouvé un abri de fortune contre le froid, ou bien la présence d'un rongeur en quantité suffisante les avait attirés. Quoi qu'il en soit, la découverte d'une portée confirmait que le couple y séjournait depuis quelque temps. Les pompiers, en collaboration avec la vétérinaire et les agents de la faune, entreprirent de reconstituer leur parcours. Les archives locales mentionnaient parfois la présence sporadique de ces félins, mais jamais un cas d'une famille entière établie si près des habitations. Le mystère restait entier, alimentant les discussions et les espoirs quant à la réinsertion de l'espèce dans cette région. Tous attendaient désormais de voir si le lynx libre referait surface, poussé par l'appel du sang ou par la volonté de renouer avec les siens. Tandis que la nuit retombait sur Saint-Martin-du-Lac, le capitaine Jourdain rentra chez lui, le cœur lourd de pensées mêlées. Les couloirs de la caserne résonnaient encore du récit de l'opération nocturne, et chaque collègue croisait son regard avec un mélange de fierté et de respect. Dans le salon modeste où il s'assit, il alluma une lampe à la lumière tamisée, contemplant un instant les lueurs vacillantes qui jouaient sur les murs. Une fatigue profonde s'insinuait en lui, mais sa conscience demeurait éveillée. Il repassa mentalement les moindres détails, la silhouette du lynx, digne sous la pluie d'étincelles, le feulement plaintif du chaton retrouvé, l'odeur suffocante de la fumée. Tous ces fragments alimentaient le sentiment que cette histoire n'était pas close. Au-delà du sauvetage, il devinait un lien plus grand, un signal peut-être, d'une coexistence possible entre le monde sauvage et celui des humains. Ses paupières se fermèrent enfin, et les dernières images qui dansèrent dans son esprit furent celles de ses yeux ambrés, vibrant d'une intelligence que trop de gens ignorent encore.
Le lendemain matin, la brume recouvrait la vallée et un calme relatif régnait sur la petite communauté. Au cabinet vétérinaire, le chaton montrait déjà des signes encourageants de rétablissement. Ses pattes encore tremblantes le portaient vers les gamelles disposées dans sa cage, et lorsqu'il entendait un son inconnu, ses oreilles se dressaient avec curiosité. De son côté, le lynx adulte blessé restait méfiant, grognant parfois, mais acceptant les soins sans trop de résistance. Pour Jourdain et son équipe, l'histoire n'en était qu'à ses prémices. Il fallait désormais réconcilier l'instinct sauvage de ces félins avec les nécessités du traitement médical et surtout retrouver le lynx libre avant que les épreuves ne le poussent trop loin. Chacun pressentait que la suite des événements révélerait pourquoi l'animal avait risqué sa vie, défiant la logique pour protéger un secret qui, sans doute, allait bouleverser bien plus que la seule tranquillité de Saint-Martin-du-Lac. Le lendemain, la routine de la caserne reprit difficilement son cours, les esprits marqués par les événements de la veille. Le capitaine Jourdain, levant les yeux vers le ciel encore chargé de brume, ressentait un mélange de fatigue et d'excitation nerveuse. Les journaux locaux avaient déjà titré sur le sauvetage extraordinaire de 2 lynx. Au village, chacun semblait vouloir apporter sa contribution. Pourtant, l'inquiétude persistait. Qu'était devenu l'autre lynx, celui qui rôdait sans doute aux abords de la forêt à la recherche de sa famille? Jourdain savait qu'il faudrait organiser de nouvelles patrouilles afin de tenter de localiser cette silhouette. Tôt dans la matinée, Garcia reçut un appel d'un garde-chasse affirmant avoir aperçu un grand lynx rôdant près du lac de la Grive. Selon son témoignage, l'animal paraissait nerveux, observant longuement la rive avant de disparaître dans les taillis. Immédiatement, le capitaine Jourdain organisa une équipe réduite pour vérifier la zone. Équipés de jumelles, d'appareils photo et de matériel de pistage, les pompiers rejoignirent le garde-chasse sur place. Malgré une recherche minutieuse des empreintes au bord de l'eau, ils ne trouvèrent qu'une série de marques indistinctes, vite effacées par l'humidité. Rien ne laissait présager un retour imminent de ce lynx. De retour au village, l'équipe échangea avec la vétérinaire, qui confirma que l'adulte opéré répondait convenablement aux soins. Une légère amélioration s'observait déjà du côté de la fracture, même si l'animal demeurait encore léthargique. À la grande satisfaction de tous, le petit lynx montrait des progrès encourageants. Il buvait davantage, répondait aux stimuli sonores et se déplaçait maintenant avec plus d'assurance dans son enclos de convalescence. L'ombre de la tragédie persistait cependant, car un frère ou une sœur n'avait pas survécu, et l'angoisse liée aux parents absents grandissait. Le capitaine Jourdain convia alors la vétérinaire pour discuter des prochaines étapes. Les habitants du village restaient quant à eux fortement mobilisés. Certains proposèrent de former des rondes de surveillance nocturne, d'autres offriraient volontiers des vivres ou du matériel pour soutenir la caserne. Dans le même temps, la curiosité grandissait autour de cette histoire hors du commun. La presse régionale publiait des articles soulignant le courage des pompiers et la rareté de la situation suscitait de vives réactions sur les réseaux sociaux. Plus surprenant encore, un don anonyme parvint à la vétérinaire destiné aux soins du lynx blessé et de son petit. L'effervescence locale donnait à Jourdain l'espoir qu'un dénouement heureux fût. Cependant, la persévérance dont faisait preuve le lynx libre préoccupait tout le monde. Selon plusieurs témoignages, il errait chaque nuit près de la route forestière, comme s'il cherchait à capter un signe familial. Des empreintes fraîches furent repérées non loin de l'emplacement de la cabane, suggérant qu'il revenait régulièrement sur les lieux, malgré la désolation. Jourdain, à la fois touché et intrigué, décida de mettre au point un plan visant à le capturer provisoirement, afin qu'il puisse être réuni avec ses semblables en sécurité. La vétérinaire, prudente,
conseilla l'usage d'un piège sans cruauté, appâté avec une odeur susceptible d'attirer le. Les préparatifs débutèrent dès le lendemain. Une cage spacieuse et discrète fut installée à proximité des ruines, consolidée pour résister aux intempéries. À l'intérieur, on disposa de la nourriture pour félins sauvages, ainsi qu'un chiffon portant l'odeur du petit lynx en convalescence, dans l'espoir que cette empreinte olfactive familière attire l'animal libre. Chaque soir, Jourdain et Garcia inspectèrent le piège, guettant le moindre indice prouvant la venue du félin. Les premiers jours, rien ne se produisit. Pourtant, au matin du 4e jour, ils remarquèrent que la nourriture avait disparu, sans que la cage ne se referme. Quelque chose, ou quelqu'un. S'ensuivit une remise en question de leur dispositif. Garcia nota que le mécanisme de fermeture comportait peut-être un défaut. On renforça donc le système avec un ressort plus robuste, tout en dissimulant mieux la structure sous des branchages. Le soir venu, l'équipe répéta le rituel, installer de la nourriture fraîche, vérifier l'odeur du chiffon et reculer à bonne distance pour ne pas effrayer le lynx. À l'aube, Jourdain revint avec une pointe d'espoir mêlée d'appréhension. Découvrant le piège vide mais intact, il sentit son cœur se serrer. Aucun indice tangible, aucune trace de pas, rien qui prouve que l'animal soit. Entre-temps, la vétérinaire annonça qu'elle comptait bientôt déplacer le lynx adulte vers un centre spécialisé pour finaliser sa rééducation. Sa patte se consolidait lentement, et un espace plus vaste lui permettrait de retrouver une motricité adéquate. Quant au petit, il semblait chaque jour plus intrépide, explorant son environnement restreint avec un regard curieux. Dans l'esprit de Jourdain, l'idéal serait de réunir tous ces félins dans un lieu sécurisé, puis envisager la relâche si leur état le permettait. Toutefois, sans la capture du parent manquant, ce scénario restait inachevé. Les jours filèrent et aucune nouvelle observation n'émergea dans la région. Cette situation incertaine pesa sur le moral de tous. La moindre rumeur d'empreinte ou de feulement suscitait l'espoir, vite déçu. Le capitaine Jourdain, pourtant habitué aux aléas des interventions de terrain, ressentait une empathie grandissante pour ces animaux dont la vie avait basculé en un instant. Certains soirs, il lui arrivait de passer près de la cage, écoutant simplement le silence. Même les bois alentours semblaient retenir leur souffle, comme si la forêt elle-même portait le deuil d'un équilibre perdu. Mais la persévérance est parfois récompensée. Au 10e jour, des traces de griffures apparurent sur un tronc proche. Quelqu'un était. Immédiatement, Jourdain renforça la surveillance, espérant que le lynx referait surface avant le transfert imminent de ses congénères. Cette fois, la cage fut dotée d'un système plus sensible, capable de réagir au moindre mouvement. La nuit suivante, un bruit métallique retentit soudain dans la clairière, faisant sursauter l'équipe en faction. Armés de lampes, les pompiers coururent vérifier. Au fond de la cage, un grand lynx aux yeux dorés fixait Jourdain avec intensité, comme s'il reconnaissait son sauveur. Le capitaine, ému, comprit enfin que ce moment allait décider de l'avenir de cette famille brisée. Les regards se croisèrent, lourds de promesses. Le claquement métallique qui résonna dans la nuit laissa le capitaine Jourdain figé un instant, l'adrénaline affluant brusquement. Lorsque l'équipe, lampe au poing, parvint devant la cage, ils découvrirent ce qu'ils espéraient depuis longtemps. Un grand lynx se tenait à l'intérieur, l'œil brillant, la queue courte battant l'air. Ses oreilles ornées de pinceaux s'étaient rabattues, non par soumission, mais sous le coup de la nervosité. À la vue des silhouettes humaines, l'animal feula faiblement, comme pour défendre son honneur. Cependant, Jourdain perçut autre chose dans ce regard, une sorte de reconnaissance mêlée d'inquiétude. Était-ce le compagnon du lynx blessé, le parent du petit recueilli? Tout portait à le croire au vu de la similitude de son pelage et de cette force tranquille. Sous le choc de cette capture qui paraissait inespérée,
Jourdain et Garcia échangèrent un regard ravi. Ils rappelèrent à la caserne pour annoncer la nouvelle, tout en restant à bonne distance de la cage. Le félin, conscient de la présence humaine, gardait une posture d'alerte. Personne ne voulait l'effrayer ou provoquer un mouvement brusque. Garcia s'approcha lentement, un drap à la main, prêt à recouvrir partiellement la cage pour réduire les stimuli extérieurs et calmer le lynx. Dès que le tissu effleura la structure, l'animal gronda, mais il ne tenta pas de s'échapper. Son instinct devait lui souffler que toute fuite était impossible. Ainsi, il choisit de demeurer immobile, la tête légèrement inclinée. Une fois la situation sécurisée, ils transportèrent doucement la cage jusqu'au véhicule. La vigilance s'imposait, car un lynx stressé pouvait se blesser en s'agitant. De temps à autre, un feulement plus rauque se faisait entendre, signe de sa détresse. Cependant, le regard du lynx n'était pas celui d'un animal totalement affolé. On y lisait la colère, certes, mais aussi une forme de résignation. À mesure que le véhicule quittait la clairière, Jourdain se rappela la scène de la cabane incendiée et la détermination presque surnaturelle du premier lynx. À présent, il pressentait que la suite de cette histoire passait par le contact entre les deux adultes capturés et le petit. À l'aube, ils arrivèrent devant le cabinet vétérinaire, où la vétérinaire, fatiguée mais ravie, les attendait. Elle fit placer la cage dans une salle isolée, à l'abri du bruit et de l'agitation. Pendant qu'elle s'équipait, Jourdain observait l'animal à travers la grille. Le lynx avait cessé de feuler. Il scrutait son environnement, manifestement conscient que quelque chose d'inhabituel se préparait. La vétérinaire expliqua d'une voix calme « Il faut d'abord vérifier s'il est blessé ou intoxiqué par la fumée. Ensuite, on verra si on peut le mettre en contact visuel avec l'autre lynx. » Personne n'ignorait qu'une rencontre brutale pourrait engendrer du stress supplémentaire, voire de l'agressivité. On devait donc procéder avec méthode. Ils commencèrent par injecter un sédatif léger, à l'aide d'une seringue télescopique, pour éviter de manipuler un lynx furieux. L'animal se débattit brièvement, mais l'effet fut rapide, et la tension chuta. Une fois endormi, la vétérinaire put l'examiner. Aucun signe de fracture, ni de brûlure visible. Les coussinets présentaient des égratignures superficielles, conséquence sans doute de sa fuite dans les décombres. Le lynx paraissait moins maigre que le blessé, preuve qu'il réussissait encore à chasser ou se nourrir. Après quelques prélèvements sanguins, la vétérinaire conclut « Il est en bon état général, un peu stressé, évidemment. Il lui faudra du repos, mais je pense que la captivité forcée ne devra pas s'éterniser. » Restait à confirmer l'appartenance de ce lynx à la même famille. Pour cela, l'équipe fit un test génétique rapide, comparant l'ADN du petit avec celui de l'adulte blessé et de celui-ci. Les résultats préliminaires permirent de conclure qu'il s'agissait bien du couple parental. La découverte, bien qu'attendue, suscita un émoi considérable dans la salle. Jourdain sentit une poussée de fierté. Grâce à leurs efforts, la famille décimée par l'incendie se retrouvait presque au complet. Un voile de tristesse persistait néanmoins à la pensée du chaton mort dans les ruines. Mais au moins, le survivant aurait une chance de grandir, entouré, si la réintroduction était réussie. Une fois le test terminé et l'animal remis de la sédation, le capitaine Jourdain proposa à la vétérinaire une mise en contact graduelle. D'abord, il convenait de laisser les deux adultes se sentir par l'intermédiaire de grillages attenants. Ainsi, on réaménagea une pièce contiguë, séparée par une cloison en grillage solide, puis on y plaça le lynx fraîchement capturé. Dans l'autre partie, on installa le lynx blessé, toujours convalescent, mais capable de se tenir debout. Les premières minutes furent tendues. Les félins se regardaient, oreilles dressées, prudemment. Soudain, un léger feulement traversa l'espace, comme une reconnaissance mutuelle. Le lynx blessé avança jusqu'au grillage,
le museau frémissant. L'autre répondit par un miaulement rauque. L'émotion submergea alors l'équipe. Nul doute, ils se reconnaissaient. Puis vint le moment d'introduire le petit. La vétérinaire, veillant à sa sécurité, le porta dans une cage plus petite, qu'elle plaça dans la section du lynx rétabli. Le chaton, encore hésitant, pivota la tête, comme inquiet. Dès qu'il distingua la silhouette de l'autre adulte à travers le grillage, il poussa un petit cri aigu, mélange de curiosité et de soulagement. Derrière la cloison, le grand lynx coucha ses oreilles, non par agressivité, mais d'étonnement. Il s'approcha prudemment, comme s'il voulait sentir ce bébé qu'il croyait perdu. L'échange se fit ainsi, tout en douceur, chacun manifestant sa reconnaissance par un frottement subtil contre l'émail. La scène émut profondément Jourdain, soudain témoin d'un instant d'une rare intensité. Au fil des jours, cette cohabitation permit aux deux adultes de se réhabituer l'un à l'autre, sans risque de confrontation brutale. Le petit, quant à lui, ne se lassait pas de cabrioler autour du parent blessé, retrouvant l'insouciance propre à son âge. Les vétérinaires, conscients de l'importance de préserver l'instinct sauvage, évitèrent tout contact excessif avec les lynx. On alimentait les félins avec de la viande crue, recréant partiellement leurs conditions naturelles. Petit à petit, la patte fracturée du lynx guérit et ses brûlures cicatrisèrent. Le grand lynx sain montra peu d'agressivité envers les soignants, comme s'il avait intégré leur rôle de protecteur temporairement. Pourtant, les feulements qu'il émettait parfois rappelaient que sa place véritable n'était pas ici. Un matin, la vétérinaire annonça qu'il serait bientôt temps d'envisager le relâcher progressif en forêt, afin de ne pas trop imprégner les animaux à la présence humaine. Cette décision emplit Jourdain d'une satisfaction intense, accompagnée toutefois d'un léger pincement. Il s'était attaché à ses félins, découvreurs d'une histoire hors norme. Et surtout, une question restait en suspens. Qu'allait-il faire à la cabane avant l'incendie? Les hypothèses fusaient, simple abri pour mettre bas ou cherchait-il quelque chose de précis? Certaines rumeurs évoquaient même un braconnier ou un trésor ancien. En réalité, la réponse leur échappait encore, mais il suffisait de croiser le regard du couple pour comprendre que l'essentiel n'était peut-être pas là. Ce fut dans ce climat d'espoir et de préparation que l'on envisagea la dernière étape, l'ultime retour dans la nature. Les pompiers, la vétérinaire, les agents de la faune, tous s'impliquèrent pour offrir à ces lynx une transition sécurisée. On choisit un espace protégé, loin des routes et des habitations, où la densité de proies convenable restait stable. C'est là que le mystère pourrait enfin s'éclaircir, car qui sait si les félins ne retourneraient pas d'eux-mêmes près de la cabane calcinée, par instinct ou par souvenir. Ainsi, la petite communauté s'apprêtait à vivre un moment unique, celui du lâcher d'une famille de lynx survivantes, sauvée in extremis des flammes et porteuse d'un secret inavoué qu'elle seule pouvait révéler. Le destin de cette famille inédite semblait désormais plus uni que jamais. Le jour tant attendu approchait. Pour la première fois depuis l'incendie, la perspective d'un retour à la vie sauvage semblait s'offrir aux trois lynx. Les vétérinaires et les pompiers de Saint-Martin-du-Lac, en collaboration avec les agents de la faune, avaient décidé d'un protocole précis pour leur réinsertion. Les contrôles de santé étant concluants, l'adulte blessé recouvrait ses forces plus rapidement que prévu, grâce à une rééducation intensive et aux soins attentifs de la clinique. Le jeune lynx, de son côté, se montrait curieux et agile, démontrant une capacité d'adaptation surprenante. Enfin, le troisième, capturé plus récemment, affichait un comportement protecteur à l'égard de sa famille, comme pour rattraper les jours perdus. Les préparatifs avançaient, dans l'espoir d'offrir à cette famille rescapée un avenir libre, loin des flammes qui avaient failli les détruire. La mise en place du site de relâcher nécessitait une logistique complexe.
On identifia une vaste zone forestière dotée de reliefs variés, à bonne distance des habitations et des routes les plus fréquentées. La région offrait un couvert végétal idéal, et la densité de lapins, écureuils et autres proies sauvages y était satisfaisante. Des caméras de surveillance furent installées sur quelques sentiers clés afin de suivre l'évolution des félins après leur libération. Les agents de la faune procédèrent à une ultime inspection, vérifiant qu'aucun piège illégal ni signe de braconnage ne subsistait. Tout semblait parfaitement adapté à un nouveau départ. Il ne restait plus qu'à organiser le transport des lynx en veillant à minimiser leur stress et à préserver leur instinct. La veille du grand jour, le capitaine Jourdain fit un tour à la clinique vétérinaire pour saluer ses protégés. Depuis des semaines, il suivait leur rétablissement de près et son lien avec ces animaux rares s'était resserré. Le petit lynx en particulier semblait éprouver une curiosité naturelle pour ce pompier humain qui venait toujours avec un regard rassurant. Quant aux deux adultes, ils restaient farouches, feulant parfois quand la présence humaine les approchait de trop. Cependant, la tension qu'on observait au départ avait progressivement laissé place à une sorte de tolérance réciproque, un pacte tacite. Les félins semblaient reconnaître l'intention bienveillante des humains, tandis que Jourdain et son équipe pressentaient déjà l'émotion du départ. Au sein du village, chacun attendait se relâcher avec impatience. Les journalistes locaux évoquaient l'événement comme un triomphe de la solidarité, soulignant le rôle des pompiers, de la vétérinaire et de la population, tous unis pour sauver une espèce emblématique. Dans les cafés du coin, on ne parlait plus que de ces lynx, de leur courage, et surtout du mystère qui entourait leur présence dans la cabane incendiée. Certains affirmaient que la vieille bâtisse recélait un trésor quelconque. D'autres prétendaient que le couple de félins y avait élu domicile parce qu'une source d'eau souterraine, autrefois prisée par les chasseurs, affleurait sous le plancher. Les rumeurs allaient à bon train, nourrissant un récit épique dont chacun se plaisait à exagérer les détails. Au petit matin, 2 véhicules tout-terrain spécialement aménagés se garèrent derrière la clinique. On avait préparé 3 caisses solides, suffisamment spacieuses pour contenir les lynx et leur permettre de bouger sans risque de blessure. Les pompiers, dont Garcia et Jourdain, aidaient à charger délicatement les animaux sous l'œil attentif de la vétérinaire. Le chaton, un peu fébrile, examinait chaque mouvement en lançant des miaulements plaintifs, tandis que les 2 adultes gardaient leur calme, se fiant peut-être à l'odeur désormais familière de ces personnes. On fixa fermement les caisses, vérifia la ventilation, puis le convoi s'ébranla. Quelques badauds s'étaient rassemblés pour assister à ce départ, applaudissant doucement en signe d'encouragement. Le trajet dura près d'1 heure, longeant d'abord les collines verdoyantes avant d'entrer dans les gorges plus escarpées. En cours de route, Jourdain jetait des coups d'œil réguliers à l'arrière, s'assurant que les lynx ne manifestaient pas de panique. Les vibrations de la piste forestière secouaient légèrement les caisses, mais les animaux semblaient résignés. Une fois la zone désignée atteinte, les véhicules s'arrêtèrent à l'orée d'une vaste étendue boisée, balayée par une légère brise qui faisait frémir les feuillages. Le chant des oiseaux résonnait, comme un écho de bienvenue. La vétérinaire descendit la première pour vérifier la stabilité du sol, puis donna son feu vert. On déchargea prudemment les caisses, prenant soin de limiter les mouvements brusques. Le moment était solennel. Une petite clairière offrait un espace dégagé, entouré de pins et de hêtres. Des roches moussues formaient un repli idéal, avec un ruisseau discret serpentant à quelques pas. C'était précisément l'endroit choisi pour la réintroduction. Tandis que les pompiers et agents de la faune se plaçaient à distance, Jourdain s'approcha de la première caisse, celle contenant le grand lynx blessé maintenant rétabli. D'un geste mesuré, il en ôta les verrous, puis recula. Un léger cliquetis retentit. Pendant un instant,
Rien ne se passa. L'animal sentit l'air frais s'engouffrer, mais resta immobile. Finalement, le museau apparut dans l'entrebâillement, reniflant la liberté. Puis, en un éclair, le lynx bondit dehors, fila en direction des arbres, s'immobilisant finalement à une vingtaine de mètres pour observer la scène. À son tour, le deuxième adulte se vit offrir la même issue. Cette fois, la bête sortit plus promptement, se dirigeant quasi immédiatement vers son congénère. Les deux félins frottèrent leurs museaux, comme pour sceller leur retrouvaille dans ce paysage familier. Le petit lynx, dans sa caisse, semblait plus hésitant. Lorsqu'on ouvrit sa porte, il mit du temps à pointer le bout de son museau, clignant des yeux face à la clarté. Les adultes, désormais libres, l'observaient depuis l'abri des arbres, feulant doucement, comme s'ils l'encourageaient. Finalement, il sauta hors de la caisse, fit pas incertain, puis trottina vers ses parents. La famille se trouva enfin réunie, debout dans l'herbe trempée de rosée. Les cœurs de ceux qui assistaient à la scène serrèrent. Les lynx demeurèrent un instant immobiles, humant l'air, avant de disparaître dans les sous-bois. Pompiers, vétérinaires et d'autres présents comprirent qu'une page se tournait. Pourtant, tous sentaient aussi que l'histoire, au fond, venait seulement de commencer. Le silence qui suivit le départ des lynx résonnait comme un profond soulagement mêlé de nostalgie. Les pompiers, la vétérinaire et les agents de la faune se tenaient là, en lisière de la clairière, émus devant l'instant qu'ils venaient de vivre. Les félins avaient disparu parmi les troncs, avançant avec cette élégance innée qui force l'admiration. Certains se sentirent même un peu orphelins, tant la présence mystérieuse de ces animaux avait créé un lien insoupçonné entre l'humain et le sauvage. Dans ce calme retrouvé, les visages se détendirent enfin. Quelques plaisanteries discrètes se firent entendre, comme pour relâcher la tension accumulée pendant les longues semaines de soins et de doutes. Jourdain, resté légèrement en retrait, observait les ombres mouvantes à l'endroit où la famille s'était évanouie. À ses côtés, Garcia, apaisé, tapota l'épaule de son capitaine. « On a fait du bon boulot, hein ?» prononça-t-il tout bas, comme pour ne pas briser la quiétude ambiante. Le capitaine acquiesça en silence. Dans ses pensées, il revoyait les braises incandescentes de la cabane, le feulement obstiné du lynx refusant de fuir tant qu'il restait une chance de sauver sa famille. Cette ténacité, empreinte d'un courage presque humain, continuait de le fasciner. Plus que jamais, il était convaincu d'avoir fait le choix juste, celui d'intervenir quand la nature basculait dans un chaos trop brutal. Les jours qui suivirent donnèrent à la petite communauté de Saint-Martin-du-Lac l'occasion de célébrer cet heureux dénouement. Les journaux locaux publièrent des articles détaillant le retour en liberté de la famille de lynx, accompagnés de photos des félins en convalescence, prises avec précaution pour ne pas les stresser. Les réseaux sociaux amplifièrent l'écho de cette histoire, suscitant l'admiration et la curiosité d'autres régions. On parlait de miracles, de rencontres entre deux mondes ou encore de sauvetage du siècle. Les rumeurs sur l'incendie, elles, reprenaient de la vigueur. Comment avait-il vraiment démarré? Certains y voyaient la maladresse d'un vagabond, d'autres la malveillance d'un braconnier. Le mystère demeurait entier, rehaussant encore l'aura légendaire de ces félins survivants. Au sein de la caserne, la vie reprenait toutefois son cours normal. Entre les appels d'urgence et l'entretien du matériel, les pompiers retrouvaient leur routine, même si l'on sentait un enthousiasme renouvelé. Jourdain dirigeait les briefings avec son sérieux habituel, mais un mince sourire flottait parfois sur ses lèvres lorsqu'il repensait à l'histoire de ces lynx. Il arrivait que Garcia ou un autre collègue le questionne. « Alors, patron, tu penses qu'ils vont revenir près de la cabane ?» Le capitaine répondait par un haussement d'épaule prudent. « Peut-être, mais ils ne nous doivent rien. » Au fond de lui, il espérait revoir un jour ces silhouettes félines, ne serait-ce que pour s'assurer que tout allait bien. La vétérinaire, quant à elle, tenait à jour un tableau d'observation.
Elle recevait régulièrement des rapports des agents de la faune qui scrutaient les caméras de surveillance posées dans le secteur de réintroduction. Au début, on ne voyait qu'une image furtive, un lynx adulte glissant entre deux rochers, son pelage s'harmonisant avec les branches environnantes. Puis apparurent deux adultes, identifiés comme le couple, progressant de concert. Le petit restait invisible, probablement niché dans un fourré ou explorant des zones moins découvertes. Cette discrétion rassurait tout le monde. Ils adoptaient bel et bien les comportements d'une vie sauvage normale, loin du monde des hommes. Quelques semaines plus tard, la vétérinaire appela Jourdain pour lui faire part d'un cliché particulier capturé sur l'une des caméras. La photo, prise en pleine nuit, montrait clairement la silhouette des deux lynx adultes, le museau levé, comme en alerte. À leur côté, on devinait un jeune individu, plus frêle, mais déjà bien campé sur ses pattes. « Regarde, on voit nettement la robe tachetée du petit, » expliqua-t-elle. « Il grandit bien. » Un large sourire illumina le visage du capitaine en découvrant l'image. Les félins paraissaient en pleine forme, unis, libres dans leur habitat. Mieux encore, ce cliché semblait prouver que la tragédie de la cabane était derrière eux et que la vie reprenait sa place. Néanmoins, un détail attira son attention. À l'arrière-plan, on distinguait ce qui ressemblait aux ruines d'un ancien bâtiment ou, à tout le moins, un assemblage de pierres. Pourtant, cette zone ne figurait pas sur la carte initiale que les agents de la faune lui avaient fournie. Intrigué, Jourdain recadra l'image pour mieux comprendre. Une sorte de muret, ou bien les vestiges d'une petite construction abandonnée, se dressait à quelques mètres de l'endroit où les lynx se tenaient. Était-ce le même type d'abri de chasse que la cabane incendiée? Il décida de creuser la question, peut-être par simple curiosité ou par instinct. Après un échange avec la vétérinaire et Garcia, il obtint l'autorisation de partir explorer ce coin précis, muni d'un GPS et d'une carte détaillée. Il ne s'agissait pas d'interférer avec la tranquillité des lynx, mais d'élucider l'éventuelle présence d'autres cabanes vétustes qui pourraient constituer un danger en cas de nouvel incendie ou d'effondrement. Dans le milieu de l'après-midi, Jourdain emprunta donc un chemin forestier, garé son 4x4 au bas d'une pente, puis poursuivit à pied, sac sur le dos. La journée était clémente, un doux soleil éclairant les feuillages naissants. Les oiseaux chantaient et un vent léger caressait les hautes herbes. Pourtant, il sentait une légère tension en lui, comme si chaque pas l'approchait d'une révélation. Après une bonne heure de marche, il repéra enfin la position indiquée par la photo. Sur un replat moussu, à flanc de colline, subsistaient en effet les contours d'une ancienne bâtisse en pierre, plus modeste que la cabane. Les murs ne s'élevaient plus qu'à mi-hauteur, et un arbre avait poussé au beau milieu de l'ancienne pièce principale, ses racines soulevant quelques dalles. Une atmosphère étrange se dégageait de ce lieu oublié. Des fougères grimpaient le long des pierres et de petits oiseaux fuyaient à son approche. Intrigué, Jourdain inspecta les environs, notant que la végétation semblait plus clairsemée à l'intérieur des ruines, comme si un feu y avait déjà sévi par le passé, et surtout, il remarqua plusieurs empreintes de lynx, fraîches, près de l'entrée éventrée. La question surgit aussitôt. Pourquoi ces félins s'aventuraient-ils ici? Les vestiges n'offraient pas un abri solide. Pourtant, certaines pierres paraissaient déplacées, formant un renfoncement, peut-être un terrier pour des rongeurs. Jourdain poussa un pan de mur effondré, révélant un espace obscur où l'odeur animale s'était accumulée. C'était là, sans doute, que les lynx passèrent brièvement. Comme si quelque chose les attirait dans les ruines, son intuition l'incita à chercher plus loin. Entre deux blocs de pierre, il distingua de curieux symboles gravés, presque effacés par le temps. Des initiales, des dates, peut-être le souvenir de ceux qui, jadis, avaient construit ou occupé ces lieux. En fouillant davantage, Jourdain dénicha ce qui ressemblait à une vieille caisse métallique, rouillée,
coincé sous une dalle brisée. Peut-être un objet laissé par des chasseurs ou des randonneurs d'autrefois. Il tenta de la tirer doucement, mais elle résista. Dans son élan, il déséquilibra une roche qui roula bruyamment dans un recoin, faisant s'envoler plusieurs oiseaux affolés. Aussitôt, un feulement retentit semblant venir d'une frange boisée un peu plus haut. Le capitaine se figea. Le son avait duré à peine une seconde, mais il reconnut immédiatement le grondement distinctif d'un lynx. Alors qu'il relevait la tête, il crut apercevoir à travers les feuillages la silhouette d'un félin dressé sur un rocher. Les oreilles pointées, il le fixait intensément, comme pour garder un œil sur lui. Dans un geste calme, Jourdain leva la main en signe de paix, conscient qu'une réaction brusque ne ferait qu'effrayer l'animal. La silhouette demeura quelques instants, immobile, avant de détaler en souplesse entre les troncs. Sans doute l'un des deux adultes, accompagné ou non du jeune, venu vérifier ce visiteur inconnu. Le capitaine se sentit étrangement honoré de cette rencontre. Il recula doucement, remettant sur pied la caisse qu'il avait tirée, puis il s'éloigna du mur, préférant ne pas provoquer davantage la curiosité ou l'hostilité des lynx. Mieux valait revenir avec un collègue, plus tard, pour fouiller le lieu méthodiquement. En retournant vers la lisière, Jourdain se sentit habité par un mélange d'excitation et de crainte. Et si la cabane incendiée n'était que l'un des nombreux abris anciens que ces félins avaient investis? Et si leur attachement à ces lieux recélait un mystère plus profond, remontant à des décennies? L'idée lui vint que les chats sauvages s'adaptent souvent à des espaces oubliés, ignorés des humains, trouvant refuge où l'on ne s'y attend pas. Cette hypothèse, toutefois, n'expliquait pas pourquoi ils y avaient mis bas, ni le comportement si farouche de l'adulte blessé. Une conviction grandissait en lui. Le destin de ces lynx s'entremêlait à des histoires locales enfouies, impliquant peut-être des ancêtres chasseurs, des légendes de trésors, ou d'autres secrets que la forêt gardait jalousement. Sur le chemin du retour, il se promit d'enquêter plus en profondeur, conscient que la vérité pouvait le surprendre tout autant que le courage de ces animaux. Au retour de son expédition dans les ruines, le capitaine Jourdain se sentait aussi intrigué qu'ému. Il partagea ses observations avec Garcia, évoquant la présence du vieux muret de pierre et la silhouette furtive du lynx qui l'avait épié. À chaque mot, on lisait dans ses yeux l'étincelle d'une fascination nouvelle. Malgré son pragmatisme de pompier, il percevait confusément que cette histoire recelait un pan du passé local, oublié de tous, qui soudain refaisait surface à travers le comportement de ces félins. Garcia, frappé par l'enthousiasme de son capitaine, proposa aussitôt d'organiser une exploration plus approfondie en compagnie des agents de la faune, afin de vérifier si d'autres constructions anciennes jalonnaient la zone. Le lendemain, un petit groupe se forma. Jourdain, Garcia, un garde forestier nommé Fabien, et la vétérinaire, férue d'histoire locale. Tous se rendirent aux abords de la même colline, là où Jourdain avait repéré les murs écroulés. À mesure qu'ils gravissaient le sentier, la forêt émergeait d'une légère brume matinale. Le silence était presque total, hormis le chuintement de leurs pas sur les feuilles humides. En arrivant devant les pierres moussues, Fabien examina la disposition des blocs et affirma que la bâtisse datait probablement d'il y a plusieurs décennies. Il souligna la présence de gravures sur certains linteaux, indiquant sans doute une ancienne propriété forestière. En fouillant les environs, le groupe mit la main sur diverses traces qui confirmaient le passage de lynx. Empreintes fraîches, poils accrochés à l'écorce, restes de proie. La vétérinaire, curieuse, s'attarda sur un renfoncement dans le sol, marqué par des racines noueuses. Il y régnait une odeur animale affirmée, preuve que des bêtes s'y réfugiaient régulièrement. Elle en conclut que les félins s'étaient appropriés ces ruines comme zone de repos ou de mise bas, un peu comme dans la cabane incendiée. Toutefois, personne ne saisissait encore ce qui rendait ces lieux si attrayants. Était-ce simplement la tranquillité de la forêt ou subsistait-il autre chose?
Après 1 heure à explorer les moindres recoins, Jourdain désigna la fameuse caisse métallique que lui-même avait repérée sous un amas de pierres. Il s'approcha, aidé de Garcia, et entreprit de la dégager prudemment. La surface était rongée par la rouille, et le couvercle, tordu, laissait entrevoir un contenu indistinct. Dans l'air immobile, on entendait seulement le grattement du métal lorsque Garcia s'évertuait à soulever le bord. Puis, avec un effort final, il parvint à forcer l'ouverture. Le silence tomba lorsqu'ils virent ce qui reposait là, quelques carnets jaunis, des feuillets maculés d'encre et un médaillon en argent terni. Les pages, couvertes d'une écriture fine, semblaient dater d'une époque lointaine. Tout en restant aux aguets, Jourdain s'empara du premier carnet et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, on distinguait des annotations soigneusement tracées, des dates, des descriptions de journées de chasse, parfois des croquis de la flore ou de la faune locale. Les lignes délavées laissaient imaginer la passion d'un ancien propriétaire pour ses forêts. Étrangement, plusieurs mentions concernaient la présence de grands félins, des lynx précisément. On y lisait des remarques sur la rareté de l'espèce, des observations sur leurs habitudes, et même de vagues hypothèses sur la manière de mériter la confiance de ces animaux. Visiblement, l'auteur de ces carnets les considérait moins comme des proies que comme des gardiens ou peut-être des alliés spirituels. La vétérinaire, captivée, parcourut les notes en silence, tandis que Garcia et Fabien examinaient le médaillon. Celui-ci portait une gravure représentant un lynx stylisé, entouré d'un motif de branches et de feuilles. Jourdain, surpris, émit l'hypothèse que l'ancien occupant de ces lieux avait voué un attachement particulier à l'espèce, voire voué un culte discret. Se pourrait-il que la cabane incendiée n'ait été qu'une extension de cette propriété forestière? Les correspondances entre la cachette des félins et ce site perdu prenaient alors un sens nouveau. Peut-être l'incendie avait-il détruit la dernière trace concrète de ce passé, mais les lynx, eux, n'avaient jamais cessé de rôder. Intrigués, ils refermèrent délicatement la caisse et décidèrent de ramener les carnets pour les étudier plus en détail. La clarté grandissait et le soleil commençait à percer à travers le feuillage, réchauffant légèrement l'air. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter les ruines, un mouvement attira leur regard. À quelques pas, dissimulé derrière un amas de fougères, se tenait un jeune lynx, manifestement celui que la clinique avait soigné. Sa robe tachetée le trahissait, un motif bien reconnaissable. Aussitôt, chacun retint son souffle. L'animal, loin de fuir, paraissait observer les humains avec curiosité. Garcia, baissant sa voix à un chuchotement, murmura « C'est lui, pas de doute ». Lentement, Jourdain fit un pas en avant, la main levée en signe de non-agression. Le petit lynx frémit, prêt à bondir. Pourtant, il ne détala pas. Pendant un bref instant, ses prunelles dorées cherchèrent le regard de Jourdain. On aurait dit qu'il reconnaissait l'odeur de ces sauveteurs qu'il avait extirpés des flammes. Sans trop y croire, le capitaine s'accroupit pour réduire sa taille apparente, attendant de voir si l'animal s'approcherait. Durant quelques secondes, un silence total enveloppa la scène hors du temps. Finalement, le lynx fit demi-tour, souplement, et disparut dans l'épaisseur de la forêt, comme une ombre. Mais cet échange, si court fut-il, imprima dans l'esprit de chacun la sensation d'un lien particulier entre ces lieux et les félins. Sur le chemin du retour, la petite équipe commentait avec animation la découverte des carnets et la réapparition du jeune lynx. La vétérinaire ne cachait pas son excitation. Il lui tardait d'éplucher chaque page, d'en apprendre davantage sur l'observateur qui avait jadis consigné tant de détails à propos de ces animaux. Garcia, plus terre à terre, songeait à la caisse rouillée. Il faut la traiter pour ne pas qu'elle se désagrège. Qui sait ce qu'on trouvera encore à l'intérieur s'il y a d'autres feuillets plus cachés. Jourdain, quant à lui, se sentait toujours investi d'une mission implicite.
que l'histoire de ces lynx si profondément ancrée dans le passé demeure vivante et éclairante pour la communauté. Une fois au village, ils s'enfermèrent dans la salle de réunion de la caserne pour examiner les carnets. L'écriture, fine et penchée, portait la signature d'un certain Andréel, dont la première note datait de 1952. Visiblement, Andréel était un passionné de nature qui fréquentait cette forêt depuis son enfance. Il décrivait des scènes de chasse, mais insistait souvent sur sa répugnance à abattre un lynx, espèce qu'il considérait trop noble. Au fil des pages, une amitié singulière semblait se nouer entre lui et une femelle lynx, baptisée Dame Sélène, qu'il prétendait apercevoir régulièrement près d'une source. Il notait aussi l'emplacement exact d'une eau cristalline, affirmant que les félins y puisaient une sorte de force. À la fin du dernier carnet, quelques lignes énigmatiques parlaient d'un danger grandissant pour les lynx, évoquant des rumeurs de braconnage et de déforestation imminente. Andréel s'était donné pour mission de préserver ces animaux, allant jusqu'à installer de vieux abris pour qu'ils puissent s'y reproduire sans crainte. Il mentionnait avoir camouflé divers objets symboliques, comme ce médaillon, afin que les générations futures comprennent la valeur de cette espèce et la nécessité de la défendre. Les dernières phrases, rédigées d'une main tremblante, indiquaient que la santé d'Andréel déclinait. Il suppliait quiconque trouverait ces carnets de perpétuer son œuvre. Ces révélations bouleversèrent Jourdain et les autres. Ils comprenaient désormais que la cabane incendiée était l'une de ces installations pensées pour protéger ou attirer les lynx, un refuge confectionné depuis longtemps et laissé à l'abandon après la mort probable d'Andréel. Nul ne pouvait dire si l'incendie relevait de l'accident, de la négligence d'un randonneur ou d'un acte malveillant. Pourtant, l'héritage d'Andréel persistait, car ces félins continuaient d'occuper les environs. La preuve, la petite famille sauvée des flammes, revenue errer dans ce havre imprégné d'un passé vibrant. Sur le coup, tous ressentirent un élan profond, presque solennel, comme si la présence du jeune lynx un peu plus tôt validait l'héritage vivant de cet homme inconnu. Les notes qu'il avait laissées montraient que la cohabitation harmonieuse avec la faune sauvage n'était pas un rêve naïf, mais un choix concret, légué à ceux qui sauraient l'entendre. Forts de ces enseignements, les pompiers et la vétérinaire prirent la résolution de transmettre l'histoire d'Andréel au village, encourager chacun à protéger la forêt et les félins qui l'habitent. Peut-être, songèrent-ils, les lynx eux-mêmes demeuraient des gardiens silencieux de ces lieux, rappelant à l'homme que le respect de la nature se gagne par la patience et la compréhension, non par la force. Les jours qui suivirent la découverte des carnets furent empreints d'une atmosphère intense et presque intime pour tout le village de Saint-Martin-du-Lac. On évoquait partout le nom d'Andréel, ce mystérieux protecteur des lynx dont les écrits, par un hasard extraordinaire, venaient d'être exhumés. La vétérinaire et le capitaine Jourdain, épaulés par Garcia et Fabien, se penchèrent patiemment sur chacune des pages jaunies, tâchant de reconstituer l'histoire de cet homme qui, des décennies plus tôt, avait souhaité léguer à la forêt et à ses habitants un sanctuaire propice à leur survie. Les villageois, bouleversés, se sentaient investis d'un rôle nouveau: perpétuer la mémoire d'Andréel et préserver la présence des lynx. Une réunion publique fut organisée dans la salle des fêtes pour présenter les découvertes. Les carnets, soigneusement placés sous vitrine, attirèrent un nombre inattendu de curieux. Des familles entières s'étaient déplacées, impressionnées par l'épopée de ces félins revenus dans la région. Le capitaine Jourdain, discrètement, expliqua comment les pompiers avaient trouvé un bébé lynx piégé dans la cabane en flammes, évoquant la bravoure du couple adulte. La vétérinaire enchaîna en lisant quelques extraits des cahiers d'Andréel. On y parlait d'une source, de cabanes aménagées, d'un feu tragique qui menaçait à l'époque déjà la forêt, et d'une fidélité sans faille pour ses gardiens. Des frissons parcoururent l'assemblée, comme si le passé d'Andréel faisait écho au présent, réactivant des liens oubliés.
À l'issue de la rencontre, plusieurs villageois proposèrent spontanément de réhabiliter les ruines découvertes, non pas pour y loger de nouveau, mais pour restaurer ces lieux en espace de mémoire et, peut-être, d'observation de la faune. Il fut convenu de créer un sentier balisé, agrémenté de panneaux pédagogiques sur la biodiversité, rappelant le rôle essentiel des prédateurs dans l'équilibre des écosystèmes. Dans ce projet, la figure d'Andréelle devenait centrale, symbole d'une harmonie possible entre l'homme et l'animal. Les pompiers, fiers de leur rôle initial, s'engagèrent aussi à vérifier périodiquement les abris forestiers pour éviter qu'un incendie ne vienne à nouveau compromettre la quiétude des lynx. Pendant ce temps, la famille de félins réintroduite poursuivait son existence discrète dans les sous-bois. Les caméras de surveillance signalaient leur présence régulière près de la source décrite par Andréelle, confirmant cette théorie selon laquelle l'eau cristalline, protégée du bruit humain, offrait un refuge parfait. Les deux adultes apparaissaient plus rarement ensemble sur les clichés, signe qu'ils chassaient sans doute séparément, comme le font les lynx une fois l'alerte passée. Le jeune, lui, grandissait à vue d'œil, ses pattes élancées prenant de l'assurance. Parfois, on le captait en train de s'entraîner à bondir sur un lapin nocturne, ébauchant déjà l'adresse caractéristique des félins. Pour la vétérinaire, ces images avaient en valeur de preuve. La nature reprenait ses droits, pour peu qu'on la laisse en paix. Le capitaine Jourdain, insatiablement curieux, prit l'habitude de monter jusqu'aux ruines chaque fin de semaine, accompagné ou non. Il se postait non loin, dans un silence absolu, pour tenter d'apercevoir un lynx. Ses collègues le taquinaient parfois, l'appelant « le veilleur de la colline ». Mais lui-même ne s'en formalisait pas. Il y avait dans la compagnie silencieuse de ces vieux murs une forme de repos. Parfois, il n'entendait que le chant d'un pic, le craquement de branches. D'autres fois, il surprenait une silhouette furtive, un regard ambre qui le fixait entre deux troncs. Le félin lui laissait alors le sentiment que l'homme, enfin, n'était plus un intrus. Au fil des mois, la cabane incendiée se couvrit de broussailles et de jeunes pousses. Les pompiers avaient soigneusement nettoyé ce qui restait des décombres, enterrant avec respect le petit lynx mort. Personne, toutefois, ne sut jamais déterminer l'origine exacte de l'incendie. Les hypothèses d'une imprudence humaine ou d'un orage sec demeurèrent plausibles, mais rien de certain. Peut-être, après tout, le destin avait voulu que cette tragédie ramène le regard des hommes vers une faune qu'ils avaient négligée trop longtemps. Les journaux, après quelques semaines, passèrent à d'autres sujets. Mais dans le village, on raconta longtemps cette histoire aux visiteurs. Comment les pompiers sauvèrent un lynx et son petit, comment l'on dénicha les carnets d'un gardien disparu, et comment la rencontre de ces deux mondes redonna vie à une forêt. Lorsque vint l'automne, la forêt changea de parure. Les feuillages se parent de rouge et d'or, les sous-bois se couvrirent de champignons et les vents plus frais commencèrent à souffler. Jourdain, pressentant que l'hiver approchait, s'inquiétait pour la famille des lynx. Aurait-elle de quoi se nourrir? Certes, les agents de la faune certifiaient qu'une abondance de lièvres variables et de chevreuils persistait dans cette zone. Les lynx trouvaient donc de quoi chasser. Grâce à la quiétude du massif, ils n'avaient pas à craindre de trop fréquentes intrusions humaines. Mais chaque fois qu'ils longeaient la piste forestière, le capitaine ne pouvait s'empêcher de se demander si les félins allaient demeurer ou migrer vers d'autres territoires. Les caméras montraient qu'ils s'adaptaient fort bien, ce qui apaisait son esprit. Un soir, alors que l'ombre tombait précocement sur la vallée, Jourdain roula jusqu'à l'entrée du sentier pour une ultime ronde avant la nuit. Il coupa le contact, descendit et respira l'air vif. Le ciel, teinté de rose à l'horizon, semblait embraser l'est des montagnes. À peine avait-il commencé à marcher qu'il crut percevoir un bruissement sur sa gauche. Il s'arrêta net. Une dizaine de mètres plus loin, sur un rocher légèrement surélevé, se tenait un lynx adulte. Peut-être le père,
reconnaissable à son regard intense et à sa stature. Le félin majestueux ne s'enfuit pas. Il fixait l'homme sans hostilité, comme s'il admettait sa présence dans ce territoire redevenu sauvage. Le cœur battant, Jourdain demeura immobile. Puis le lynx leva la tête, huma l'air, et d'un bond silencieux, disparut derrière une souche. Un sourire indescriptible éclaira le visage du capitaine. En rejoignant son véhicule, il se disait qu'il avait rarement ressenti une telle communion avec la nature, une telle humilité, lui qui pourtant avait l'habitude de braver les dangers et de lutter contre les éléments, retrouvait ici la justesse profonde de l'équilibre forestier. Depuis la disparition d'Andréel, nul humain n'avait probablement entretenu de lien aussi respectueux avec ses félins. Peut-être que, dans le secret des sous-bois, l'esprit de ce protecteur des lynx demeurait, veillant à ce que l'homme et l'animal se retrouvent sur un terrain d'entente. Et il avait fallu les flammes d'un incendie pour que cette rencontre s'impose de nouveau. Aujourd'hui, quand on traverse Saint-Martin-du-Lac, on peut lire, dans un petit panneau informatif, la mention de cette histoire. Ici, en l'an X, un incendie menaça la vie d'une famille de lynx. Grâce à l'intervention des pompiers et du soutien collectif, ils furent sauvés. Des carnets du passé révélèrent le rôle d'un protecteur anonyme nommé André L., qui jadis prépara ces lieux à accueillir la faune sauvage. Quelques touristes curieux empruntent le sentier tracé, gravissent la colline et découvrent les ruines où un médaillon est désormais exposé dans une vitrine scellée, hommage simple à un homme amoureux de sa terre. Dans les bois, la famille de lynx évolue librement, indifférente aux récits que les hommes façonnent à son sujet. Le jeune, autrefois si fragile, parcourt les fourrés avec l'assurance d'un chasseur aguerri, et ses parents retrouvent la plénitude d'un territoire à nouveau tranquille. Les appels rauques qu'ils échangent résonnent parfois jusqu'aux abords du village, rappelant à tous que la frontière entre le monde humain et la nature est aussi fine qu'un brin de mousse. Dans le regard des villageois, un respect renouvelé transparaît, doublé d'une fierté secrète. Abritant ces félins, la forêt de Saint-Martin-du-Lac redevient un refuge où la vie sauvage et la main tendue des hommes peuvent, à l'occasion, se rencontrer. Ainsi s'achève le récit de ces pompiers qui, en éteignant un feu, ont rallumé une flamme d'espérance et de mémoire, léguant aux générations futures un héritage chargé de sens.